C'est un grand remue-ménage qui s'annonce dans la distribution, pas seulement à cause de la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi et surtout en raison des mutations technologiques et des comportements des consommateurs. Il y a quelques mois, on apprenait ainsi le dépôt de bilan, puis la liquidation faute de repreneur de la chaîne de magasins Virgin. Un choc symbolique tant ce géant était intouchable dans l'imaginaire collectif. Bonjour Valérie Cohen. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de la diffusion de Xerfi. Alors pourquoi selon vous le cas de Virgin est-il symptomatique des bouleversements dans la distribution? Oui, cela montre bien l'impact de la révolution technologique et industrielle sur la distribution. Que l'on y réfléchisse bien, déjà 13% des ventes de vêtements se font sur Internet, contre 2% en 2006. L'évolution des ventes de chaussures est également spectaculaire. Et pourtant, je vous parle ici de produits bien matériels qu'il faut essayer. Cela ne fait plus de doute. Tous les circuits de distribution de tous les produits et services vont être ébranlés. Mais alors pourquoi est-ce cet exemple de Virgin qui vous paraît tellement significatif? Virgin, c'était une marque forte, une marque magique, le symbole d'une génération. Virgin, c'était une enseigne qui pouvait s'offrir un vaisseau amiral sur les Champs-Élysées et les meilleurs emplacements dans le monde entier. Mais Virgin a été balayée par la chute du marché du disque et du DVD, la concurrence d'Amazon, mais surtout le téléchargement numérique et l'éruption des sites de musique en streaming. Est-ce cela qui explique la descente aux enfers qu'a connue Virgin? En bref, Virgin n'a pas contré et n'a pas su contrer le développement d'Amazon, et encore moins faire face aux plateformes numériques comme Deezer, Spotify ou Qobuz. Et même Google s'y met. Virgin n'a rien vu venir. Par contre, Richard Branson, lui, a revendu ses Virgin Megastore il y a 10 ans. Il raconte d'ailleurs, lorsqu'il a vu le premier iPod, il a compris tout de suite que Virgin et la musique, c'était fini. Mais alors, quels sont les différents leviers de cette révolution dans la distribution que vous nous décrivez? Par quoi passe cette révolution? J'en vois 5. Le premier levier, c'est la prolifération des écrans connectés. Fin 2012, seul un tiers des Français avaient un smartphone et moins de 15% une tablette ou une télévision connectée. Dans 5 ans, plus des 3/4 des ménages en seront équipés. Le deuxième, c'est la connexion très haut débit, partout et tout le temps, avec la fibre et la 4G. Le troisième, c'est la révolution participative des réseaux sociaux. La quatrième, c'est la percée de la vidéo sur Internet avec la promotion des produits en 3 dimensions. Enfin, la cinquième, c'est l'irruption de la génération des digital natives. Ils ont grandi dans un environnement numérique, une génération qui ne regarde plus la télévision, mais qui ne sait plus vivre sans écran. Dans ce contexte de révolution numérique, quels sont les principaux problèmes auxquels les distributeurs traditionnels doivent faire face? La vitesse du changement et donc les positions concurrentielles sont en pleine accélération. L'e-commerce est déjà 45 milliards d'euros et ce sera près de 70 milliards dès 2015. Et puis c'est une pression de plus sur les distributeurs avec des comparateurs automatiques de prix qui poussent les consommateurs à chercher le meilleur prix. Cela lamine les marges des distributeurs. Enfin, les sites marchands sont ouverts tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le jour comme la nuit. D'ailleurs, surtout après 21 heures et surtout le dimanche. Oui, donc cette révolution de l'économie, elle bouleverse aussi le comportement des ménages. Bien sûr, nous étions passés du consommateur spectateur passif au consommateur acteur et puis au consommateur négociateur qui compare les prix. Mais aujourd'hui, avec les technologies numériques interactives, les forums, les réseaux, le buzz sur le net, le consommateur donne son opinion sur les produits ou sur les services. Il fait et défait les réputations à la vitesse des réseaux. C'est donc un consommateur qui est devenu intraitable sur le rapport qualité-prix. Oui, bien sûr. Mais en plus, il a les moyens de le faire savoir. Nous entrons dans l'ère du consommateur expert qui donne son avis. Et puis, c'est tout le rapport du consommateur au produit qui change sous nos yeux. Il recherche moins la possession d'un produit que les effets utiles permis par l'accès aux fonctionnalités du produit. Qu'entendez-vous par effet utile? Les effets utiles, c'est passer de la possession d'un produit à l'utilisation d'un service. Je vous donne un exemple. Pourquoi s'encombrer des contraintes de la possession d'une voiture quand on y accède par Autolib? Et demain, par des sites de services qui répondront à l'effet utile transport le plus adéquat. D'ailleurs, les plateformes Internet se multiplient pour offrir des solutions de covoiturage, de proximité ou de location de véhicules entre voisins. Oui, tout cela, c'est l'irruption de ce que l'on appelle la consommation collaborative. Cette consommation collaborative, elle participe, elle aussi, au grand chambardement de la distribution. Oui, mais la consommation collaborative, ce n'est pas que cela.
C'est aussi la nouvelle jeunesse du troc et des biens d'occasion avec les plateformes phares comme Le Bon Coin. Bien sûr, Amazon s'y met aussi, puisque Amazon veut tout vendre partout. La mutualisation de l'utilisation des biens avec des plateformes de services va révolutionner presque tous les secteurs de distribution. Pensez aux plateformes de réservation pour les voyages et l'hôtellerie et regardez les plateformes d'échange d'appartements et de maisons pour les vacances. Mais alors, dans ce contexte, comment réagissent les distributeurs traditionnels face à justement ce grand chambardement? Au début, ils ont été sceptiques. Ils ont laissé le champ libre aux pure players, spécialistes d'Internet. Puis, ils se sont résignés, parfois à reculons, à créer leur propre site. Certes, beaucoup ont aujourd'hui réussi à apprivoiser Internet. Les enseignes développent des stratégies cross-canal où leur site amène du trafic en magasin. L'utilisation des nouveaux outils numériques progresse dans les réseaux de magasins physiques. Le big data permet l'exploitation en masse des données sur les consommateurs. Les distributeurs traditionnels vont devoir accélérer leur investissement dans ces nouvelles technologies et surtout revoir leurs concepts. Et à votre avis, à quelle échéance vont se produire tous ces chambardements que vous nous décrivez? C'est dans moins de 3 ans et parfois dans quelques mois. Demain, Amazon sera peut-être l'omnidistributeur de tout ce qui peut se vendre, une plateforme universelle qui permet à n'importe quel producteur d'atteindre le marché mondial. Bientôt, un constructeur automobile, un opticien, un vendeur de chaussures ou de vêtements pourra équiper ses magasins en imprimante 3D pour personnaliser des produits devant le client. Un groupe de voisins pourra grouper ses courses et envoyer un appel d'offres aux magasins les plus proches pour qu'ils livrent tous ensemble. Castorama pourrait tirer davantage de revenus de la location d'outils de bricolage et d'une plateforme de mise en relation de ses consommateurs que de la vente de produits. Alors si je comprends bien, il y a un point commun à tous ces exemples, c'est qu'Internet et les réseaux sont aujourd'hui au cœur de la distribution. Effectivement, à chaque révolution industrielle a été associée à un mode de distribution. On est ainsi passé en 2 siècles de l'échoppe aux grands magasins, puis aux grandes surfaces, aux centres commerciaux, aujourd'hui aux plateformes de vente par Internet. L'hypermarché et les grandes surfaces spécialisées sont aujourd'hui un format historiquement daté. Je ne veux pas dire par là qu'ils sont condamnés à disparaître, les grands magasins n'ont pas disparu, mais ils ont dû se réinventer pour rebondir. Se réinventer comme le bon marché qui est devenu un temple du luxe, ou les Galeries Lafayette, un palais de la tentation pour touristes chinois, se réinventer comme Monoprix, ces magasins populaires devenus chaînes chic et branchées pour la clientèle bobo, par toujours regardante sur les prix. Donc à voir ce qui se produit sous nos yeux, on peut en conclure que les choses vont encore beaucoup bouger dans la distribution. L'avenir n'est écrit nulle part, mais on peut pronostiquer facilement que ceux qui ne sauront pas s'adapter subiront le sort de Virgin. Prenons l'inventeur en France de la grande surface spécialisée dans l'équipement photo, hi-fi, disques, livres, l'apôtre historique du consumérisme et des essais comparatifs, la Fnac. Tous ces marchés ont été un à un déstabilisés. Même les ventes d'appareils photo se sont brutalement effondrées avec la concurrence des smartphones. Dans la musique, la Fnac a dû se résoudre à passer un accord avec Apple pour rediriger ses clients vers iTunes Store. Est-ce que celui qui se présentait autrefois comme l'agitateur culturel saura devenir un agitateur stratégique pour se réinventer? Vous êtes donc en train de dire qu'Internet va finalement tout balayer? Il faut être plus mesuré. Le commerce traditionnel endure, les magasins, les grands distributeurs, les centres commerciaux imaginatifs ont sans doute un brillant avenir devant eux. Les nouveaux circuits de distribution issus d'une révolution industrielle et commerciale ne chassent pas les précédents. Mais elle les oblige à se transformer, à se repositionner, à miser sur la qualité, le service et surtout la créativité. Mais une chose est sûre, comme Virgin Megastore que j'ai cité en introduction, les enseignes qui ne sauront pas se réinventer disparaîtront. Valérie Cohen, merci pour cette analyse sur le grand remue-ménage qui risque de révolutionner le monde de la distribution dans les prochaines années. Merci. Merci à vous.